Quand nous avons fait le premier documentaire sur Yad, chez Catherine et moi, nous sommes deux réalisatrices, nous avions raconté une utopie réaliste, ce que nous avons qualifié d'utopie réaliste. Et donc on a vu un pays qui, depuis un village, qui depuis 20 ans avait réussi à renaître en accueillant des migrants et avait réussi à revivre complètement. Les écoles étaient rouvertes, les commerces étaient réouverts, l'artisanat, l'agriculture. Et donc, c'était le thème de notre premier film et ça nous avait épaté. Et on avait rencontré, bien sûr, à cette occasion, le maire du village, qui était Domenico Lucano, devenu donc Mimo Lucano, qu'on connaît bien. Et on était en train de faire un autre film qui n'avait vraiment rien à voir quand on a reçu un SMS nous avertissant que Domenico Lucano venait d'être arrêté pour encouragement à l'immigration clandestine. Et je vous avoue que ça nous a laissé pantoise. Donc on est allé à Riace pour le soutenir en fait, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et on n'avait pas du tout l'idée de faire un film, mais vraiment de lui dire on est là si tu as besoin de nous. On avait quand même amené une caméra, hein, prudemment. Et donc on a rejoint une grande manifestation de soutien qui avait lieu à Riace ce jour-là. Et puis quand cette manifestation a été partie, on a commencé à comprendre ce qui se passait et à comprendre la mécanique infernale qui était mise en place pour démolir ce village. Et on s'est senti obligé, après avoir raconté 20 ans d'harmonie et d'utopie, il nous a semblé que la moindre des honnêtetés était de dire qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on était en train de faire à ce village. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce deuxième film. Alors, ce qui nous a le plus marqué dans la résistance des gens, c'est, comment dire, c'est le rapport de force. C'est-à-dire comment ce tout petit village, qui était devenu un objet d'opprobre, qui avait contre lui un État, puisque la plainte et le procès qui était fait par le ministère de l'Intérieur. À l'époque, Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est pas rien pour un petit village que d'avoir un ministère contre vous. Donc, ce qui nous a frappé, c'est d'abord la disproportion du rapport de force, bien sûr, et puis les étapes qui ont été franchies dans le village, c'est-à-dire la sidération complète, la culpabilité, parce que les gens se sont dit que si un ministère nous attaque, c'est qu'on n'a pas rien fait quand même. Donc il y avait cette incertitude, ce doute qui s'est mis à ranger les habitants. Et dans ce moment-là, une petite poignée de gens, pas seulement de Riace, mais d'amis de Naples, de Reggio et tout ça, une petite poignée qui a décidé de soutenir et d'être là, et qui n'ont jamais lâché. Pendant les 4 ans qu'a duré l'enquête sur Riace et qu'a duré ce procès avec la première condamnation qui était indigne, qui était une condamnation folle, il y avait une poignée de gens qui a toujours été là. Et ça, on a trouvé ça admirable parce que nous, on faisait des allers-retours. On vit à Marseille, on vit pas à Riace. Donc, on faisait des allers-retours pour aller filmer des moments marquants comme ça. Et on voyait cette poignée de gens toujours là, avec un courage. Ça, et puis la jeunesse de Riace aussi, qui avait été élevée depuis 20 ans dans cette utopie. Donc depuis 20 ans, qui connaissaient les exilés qui s'étaient installés à Riace et leurs enfants. Pour eux, le village, c'était ça. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi on leur disait tout à coup, vous n'avez plus le droit d'accueillir, vous n'avez plus... Et donc ceux-là se sont mobilisés et ont essayé de continuer l'œuvre qui avait été commencée. Donc, et c'est encore une fois, petite poignée de gens sans moyens, sans rien. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé admirable, et aussi ce qui nous a fait penser que tout espoir n'est jamais perdu. Et que, bon, comme on peut dire couramment, la seule lutte qui est sûre d'être perdue, c'est celle qu'on n'a jamais menée. Et là, ils ont mené la lutte pour survivre et pour finalement gagner.
Je dirais que ça a déjà inspiré beaucoup de villages en Italie, pour commencer par le lieu où ça a été, à tel point qu'a été expérimenté en Italie ce système qu'on appelle le système SPAR, qui était qu'un village faisait candidature pour avoir des fonds européens, pour à la fois accueillir des gens, mais en même temps avoir un projet de renaissance pour le village. C'est-à-dire que l'idée du SPAR, c'était vous créer un emploi pour un exilé, vous créer un emploi pour un local. Et donc ça, c'est quelque chose qui marchait très bien. Et par exemple en Basilicate, mais dans d'autres endroits d'Italie, mais la Basilicate a été particulièrement en avance parce qu'il y avait beaucoup de villages qui étaient désertés. Et donc ils ont mis en œuvre ça. Il y a eu des villages par comme ça qui ont éclos un peu partout. Donc je dirais que déjà, ne serait-ce que dans l'Italie, ça a beaucoup inspiré. Et en France, il y a des gens, notamment en Auvergne, en Bretagne, tout ça, qui se sont inspirés du modèle Riace, qui n'est pas reconductible exactement de la même façon en France, déjà pour une raison simple, c'est qu'en France, quelqu'un qui est un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler officiellement. En Italie, il peut encore. Donc ça change beaucoup la donne. Parce que si vous n'avez pas le droit à un salaire, si vous n'avez pas le droit à travailler, c'est difficile de trouver cet équilibre où, où vous allez faire à la fois travailler des gens, des locaux, et en même temps les exilés qui sont là. Donc en France, le problème du demandeur d'asile, c'est qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner sa vie. Il n'a même pas une dérogation provisoire. Ce qui est le cas encore en Italie, ça va certainement évoluer très vite, hein, vu comment bien l'Italie. Je vais vous dire que déjà choisir les gens qui témoignent dans le film, c'était pas simple pour la bonne raison, c'est que quand il y a eu la première attaque contre le village, la première plainte, personne ne voulait parler. Donc les choisir, c'était... Alors, il se trouve qu'il y avait Bayram, qui était un Kurde, un exilé kurde, qui est installé à Riace depuis plus de 20 ans, qui a fait partie de la première arrivée à Riace. Donc, lui parlait parce que lui avait rien à perdre. Il était installé à Riace, il était tellement indigné par ce qui se passait qu'il a parlé, il a donné son point de vue dans le film. Bon, il y avait Mimo, bien sûr, qui portait une parole collective. Les habitants du village, comme vous voyez dans le film, il y en a très peu qui parlent. Parce qu'ils se sentaient dans une position... ils se disaient, mais quand même, il a bien dû se passer quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce qu'on a appelé le venin. Donc, un des personnages principaux du film, en tout cas du début du film, c'est le silence. C'est que tout à coup, plus personne parle. Ce village ne s'exprime plus. Parce qu'il se met à douter de tout. Et donc, les gens qu'on a choisis, c'est vraiment soit des gens militants comme cette dame du syndicat qui a ouvert une antenne à Riace, et bon, ceux-là font partie de la petite la poignée des soutiens, soit les jeunes du village qui, eux, sont pas encore trop terrorisés à l'idée d'avoir un procès et tout ça, donc qui disent, ben non, nous, on continue, nous, c'est ce qu'on a toujours connu, on va continuer à le vivre. Donc, voilà, je dirais qu'on a choisi ceux qui avaient envie de nous parler, ce que, de toute façon, par principe, nous faisons toujours. On ne va jamais, comme ça, avec un micro, dire se jeter sur quelqu'un et le faire parler. Et quant aux exilés, aux migrants qui étaient dans Riace, eux ne voulaient pas parler du tout parce qu'ils avaient vraiment peur. Non, ce que je dirais de Mimo Lucano, c'est qu'au départ, c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui avait un but dans la vie, un but très important, c'était de pouvoir vivre dans son village. Il ne voulait pas s'en aller. Son village avait été déserté par l'émigration des habitants. Et donc, lui se demandait comment redonner vie à ce village abandonné. Et au départ, je dirais que c'est, bon, certes un projet politique dans la mesure où on peut dire que tout projet collectif est politique, mais ce n'était pas un homme politique, Domenico Lucano. C'est quelqu'un qui voulait faire revivre son village, qui avait cette idée-là, et qui était, en plus, qui avait une deuxième idée, c'est que tant que la mafia pèserait le poids qu'elle pèse,
on n'arriverait pas à accueillir. Donc pour lui, la lutte contre la mafia c'était aussi une ouverture, et c'est aussi ce qui faisait que Riace pouvait être de l'accueil. Ça, voilà qui est Mimo depuis le début. Et le problème, c'est que comme il est devenu finalement assez célèbre, parce que le cas de Riace a été très connu, il est devenu une cible parce qu'il est devenu un modèle. C'était pas son idée au départ. Il est devenu un modèle, et il est devenu dangereux à la fois pour les organisations, on dira mafieuses, grandes familles, on les appelle comme on veut, hein, mais pour ces grandes familles qui avaient des immigrés qui travaillaient sur leur sol pour rien du tout, qui étaient extrêmement maltraités et tout ça, ils n'avaient pas du tout envie de voir un village où tout à coup on allait proposer à ces gens un autre statut. Ils avaient peur que ça crée de la révolte chez les leurs et tout ça. Donc ça, déjà, ils ne le supportaient pas. Et puis, cette idée d'accueil, faisait peur à tous les gens qui sont crispés sur les frontières, comme on connaît maintenant. Donc, c'est devenu un modèle. Et après, on n'arrivait plus à arrêter l'engrenage. Parce qu'à la fois, on a dit, ça, c'est l'ennemi, il faut l'abattre. Les forces, on va dire, obscurantistes du pays ont dit ça. Mais en même temps, plus ils ont voulu l'abattre, plus l'ont fait connaître. Donc, il y a un engrenage dans les deux sens. À la fois, la première célébrité de Mimo Lucano a fait qu'il a été attaqué très violemment, mais cette attaque violente a fait aussi peut-être qu'il est aujourd'hui maire et député européen.